Bonjour et bienvenue sur Lisa ce livre. C'est la vidéo qui va intéresser très peu de monde, je suppose, puisque c'est un point lecture de mes livres d'histoire. Alors, je vous les montre, tant qu'à faire, puis après j'en discute, promis, ça va pas durer 3 plombes. Je me recule, donc voilà. C'est les 3 petits pavés, enfin, surtout celui-là, parce que je vais vous montrer à l'intérieur, que j'ai lu dernièrement, on va dire. Et je les ai lus en fait depuis la rentrée, depuis leur sortie, donc ils sont sortis fin de l'été. C'est pas celui-là, hein, mais les autres oui, les 2 autres oui, donc voilà. On va commencer par le premier que j'ai lu, en fait, en gros. Par le dernier, tant qu'à faire. Alors le premier c'est Dans le bagne du tsar, donc de H. Levick, qui est en fait, comme c'est écrit dessus, un poète yiddish qui c'est aux éditions L'Antilope, qui témoigne en fait dans ce livre. Il retrace une période qui précède forcément les 2 guerres mondiales, puisque c'est sous le tsar. En fait, il relate, alors je vous montre, il relate, c'est vraiment un récit, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il relate en fait le fait qu'il ait été arrêté et qu'il ait été déporté donc dans les bagnes du tsar, qu'il a été enchaîné, et c'est sa route jusqu'à la Sibérie, etc. Et ensuite, il y a tout ce qui est humain, pas humain, les petits gestes qui démontrent quand même qu'il y a un certain amour du prochain, etc. Je surveille le général Alex, je suis désolée, qui est en train d'essayer de bouffer Barbarossa. J'aimerais bien vous le montrer, mais la bête est, comment dire, assez volumineuse, et on ne peut pas le prendre d'une main, c'est pas possible, il faut 2 mains et puis s'y reprendre 2 fois. Il n'est pas gros, mais il est volumineux. Voilà, c'est un gros chat, Bref, en fait, parmi ce récit-là de Lévick, c'est que il montre tout ce qui est l'absurdité de cette époque-là, de ces déportations, de ces condamnations de personnes qui sont parties au fin fond de la Russie, qui ont été dans des conditions effroyables. Qui ont marché des fois des milliers de kilomètres dans la neige, dans le froid, dans la glace, avec des moyens très très limités, on va dire. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même des petits moments d'humanité, de chaleur, de quelque chose qui fait que vous arrivez à vous raccrocher. J'en ai lu beaucoup de livres sur la Russie tsariste, sur les goulags, sur les détentions des prisonniers russes, y compris des prisonniers allemands après la Seconde Guerre mondiale. J'en ai lu beaucoup, bon, bien sûr, vous allez me citer les plus célèbres, etc. Mais celui-ci, vraiment, à part, je ne sais même pas si on peut dire à part quelques longueurs en Sibérie, parce qu'en fait, en gros, j'ai pas trouvé ça très long. C'est un livre qui pour moi est un livre d'histoire, hein, donc voilà, c'est quand même pas écrit petit. Il y a donc 500 pages à peu près. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a il y a quand même des explications de termes qui, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de termes et de cette période-là, ça va vous expliquer. En plus, donc, étant yiddish, il y a des termes qui ont attrait à la religion juive, et donc forcément, vous n'êtes pas forcément au fait de tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui avait... qui interroge aussi, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui écrivent des poèmes, il y a une interrogation sur la révolution à venir, passée, des prisonniers qui sont politiques, qui fréquentent dans ces bagnes tout, c'est-à-dire ça va de celui qui croit en une idée, qui est pour la liberté, pas forcément contre le tsar, mais pour la liberté, pour moins de privilèges, d'égalité entre les hommes, qui va côtoyer le prisonnier de droit commun qui a tué, assassiné, violé, enfin tout ce que vous voulez.
Bref, il y a la Ligue de l'humanité et l'espoir de l'humanité dans ces mêmes camps. Donc voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est quand même une des plus grosses tragédies de l'histoire, quoi qu'on en dise, parce que le nombre de personnes qui ont été déportées, alors de façon, on va dire, juste et justifiée parce qu'ils ont tué, etc. Mais ça ne justifiait pas non plus les horreurs qu'ils ont dû endurer là-bas. Enfin, en tous les cas, qui avaient une raison d'être condamnés. Ceux qui ont été condamnés politiques ou qui ont été condamnés parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient anti-tsaristes, parce qu'après ils ont été anti-communistes, parce qu'ils n'étaient pas de la même état, parce qu'ils étaient les prisonniers, parce qu'ils étaient contre le régime, enfin bref, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la personne en face. C'est quand même une des plus grosses tragédies. Quand même, il y a quand même des millions de personnes qui ont disparu là-dedans, dans les goulags, sachant qu'il en existe encore. Voilà. Alors ça s'appelle sûrement plus goulag, je suppose, mais bon, bref, les prisons russes sont pas non plus les plus renommées. Pour moi, c'est quand même une très belle leçon d'humanité qu'il y a dans ce bouquin. Donc je le répète, c'est dans les bannes du tsar de H. Lévik. Il soulève vraiment l'humanité et la force que peut avoir un être humain envers un autre être humain s'il se donne la peine de se rappeler qu'il est un être humain. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment un livre magistral, moi, que je trouve sur sa traversée de la Russie avec les fers aux pieds, etc. Enfin bref, c'est un livre qui m'a donné un espèce de coup de poing. J'en avais lu beaucoup et quand j'ai fermé le livre, j'ai eu du mal à attaquer le troisième, pour ne rien vous cacher, parce que enfin, le deuxième, pardon, Barbarossa, parce qu'il m'avait replongé dans cette période-là, que je crois connaître pas trop mal, et que je m'étais dit, ça, c'est le chat de mon voisin du dessus. C'est un espèce de truc qui est plus petit que le Général Hux et qui fait un bouc incroyable. Général Hux, il le supporte pas. Dès qu'il est dans la cage escalier, l'autre, il a les oreilles comme ça, la queue comme ça. Il est à la limite... Enfin, lui, il prendrait perpète. Hein, par le Général Hux, il va au goulag. Hein. Je vous le dis, c'est pas son pote. Voilà, donc j'en reviens plus sérieusement à ça, mais... Honnêtement, si vous avez le cœur accroché et que vous aimez quand même, c'est un poète, hein, yiddish, hein, donc il a été, après, alors je vous le dis, il a eu de l'aide, etc. Enfin bref, par beaucoup de choses qui, je vous laisserai chercher, mais il est arrivé à s'exiler aux États-Unis. Il a vécu toute sa vie à New York et c'est quelqu'un qui a publié beaucoup de choses et notamment des très très beaux poèmes. Et il y en a quelques-uns. Enfin, il y a quelques moments de grâce et de poésie dans ce bouquin qui vraiment, au milieu de l'horreur, vous donne envie de croire en l'humanité. La belle leçon d'humanité, donc dans les bannes du tsar, donc de H. Lievik aux éditions L'Antilope. Autre livre. Alors attention les jeux. Hein. Alors celui-là. Non. Ah là, voilà. Alors, d'abord, je vous présente la couverture, histoire que vous n'ayez pas... voilà. Donc, c'est Barbarossa, 1941, La guerre absolue, par Jean Lopez et Lacha Okmezuri, qui est aux éditions Passé Composé. Alors, je dois quand même préciser que Jean Lopez est l'auteur quand même de pas mal d'ouvrages, hein, notamment sur Stalingrad, etc. Et notamment sur les mythes aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et Lacha Okmezuri, en fait, a écrit avec lui Grandeur et misère de l'armée rouge et un Joukov aussi, que j'ai beaucoup aimé. Alors, évidemment, ça étonnera personne, hein, puisque je pense que maintenant vous avez un peu compris que j'étais une... Si je mettais là, ça serait mieux, voilà. En plus, je repose sur le dossier, parce que c'est extra hyper... Hein? Voilà. En gros, il doit faire 956 pages. Alors, vous vous dites, ouais, ça va, j'en ai lu des 956 pages. Écrit aussi petit. Voilà.
En gros, c'est un truc qui doit, si vous écrivez, c'est un truc normal, enfin c'est une écriture normale d'un roman ou d'un truc, vous multipliez par un 0,5. En gros, c'est un truc qui doit faire 1500, 1600. Chez moi, quand le machin est arrivé, on m'a dit, ça ne m'étonne absolument pas que tu te tapes ce genre de choses. On m'a dit te tape, hein, parce que voilà. Je lui ai dit bah ouais. J'ai dit oui, oui, mais c'est normal. On ne s'étonne plus du tout de mes lectures sur ces sujets-là. Donc, ça n'étonne personne que je lise toujours des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense que si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que je suis une passionnée de cette période-là et de trois autres périodes. Mais enfin, de deux autres périodes aussi. Je répète, hein, pour ceux qui ne savent pas, Première Guerre mondiale, Révolution industrielle, Moyen-Âge. Et Moyen-Âge, côté, enfin, période Aliénor d'Aquitaine. Ouais, voilà, mon côté romanesque, c'est troubadour. Mais bon, c'est mon côté périgourdin aussi. Donc, si je ai à choisir des quatre, je pense que mon cœur va balancer très fort entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais va finir par atterrir à la Seconde Guerre mondiale parce que j'ai toujours lu beaucoup de choses, notamment, je le dis aussi, sur la période allemande entre 1919 et 1945, et 47 on va dire, et notamment sur le Reich. Donc c'est quelque chose sur lesquels j'ai lu, je ne sais pas combien de bouquins, si un jour je vous fais un tour des bouquins d'histoire sur cette période-là, je crois qu'on peut y passer une quinzaine de jours. Voilà, c'est en gros, c'est pas le plus petit, enfin c'est pas le plus gros, parce que j'en ai 2 ou 3 qui sont plus gros que ça. Mais ça fait partie des petits pavés. Voilà. Alors, l'opération Barbarossa s'ouvre le 22 juin 1941. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une opération militaire, comme je pense, et je pense que je ne suis pas la seule, puisque les historiens le disent, qui n'avait jamais existé auparavant, en gros. Donc, on se retrouve en face de deux régimes, donc Staline d'un côté, Hitler de l'autre, qui sont les deux grosses puissances armées de ce temps-là, avaient les deux régimes les plus, on va dire, brutaux, pour ne pas dire mieux, sinistres aussi du moment, voire peut-être de l'humanité tout entière, je l'espère, parce que j'aimerais pas que ça revienne. Donc on met en face la Wehrmacht et l'armée rouge, qui n'est pas en reste. D'un côté, vous avez la Wehrmacht qui, à ce moment-là, est quand même la force en puissance, en gros. Et l'armée rouge, de l'autre côté, qui se vide, littéralement. C'est vraiment, à un moment donné, c'est une purge pour eux, hein, en gros, avant. Il faut dire aussi que ces deux puissances étaient quand même, entre guillemets, alliées jusqu'à ce moment-là, qui n'étaient censées ne pas... Il y avait quand même un pacte de non-agression, gros. Ouais, comment faire confiance au mec qui signe un traité de non-agression contre toi quand il t'attaque. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens ont discuté sur cette histoire parce que il y a une relation avec l'épopée napoléonienne en Russie, que visiblement, comme on le dit souvent, l'histoire se répète, mais les gens ne prennent pas de leçons de l'histoire. Voilà. Après, bon, c'est quand on a des dirigeants qui n'écoutent ni leurs généraux, ni leurs maréchaux, qui n'écoutent personne et qui pensent tout savoir et qui pensent qu'ils ont la science infuse et que l'histoire ne leur apprend rien. Voilà. En gros, vous avez 10 millions de personnes qui s'affrontent sur cette étendue-là. C'est disproportionné parce que d'un côté, vous avez les combats, les exactions, les exécutions. Il y a une famine délibérée qui a été augurée pratiquement sur 200 jours, si je me souviens bien, et qui a tué à peu près 5 millions de personnes. 3 fois rien. Voilà. Moi, j'ai aimé me plonger dans ce livre
parce que les auteurs vraiment détaillent l'opération du début jusqu'à la fin. Du début, non même pas du début d'ailleurs, de ses prémices on va dire, parce que si j'arrive à vous choper le sommaire, parce que dans ce alors les notes de page, il y a au moins une quarantaine de notes de page. Et il faut lire les notes de page, hein. Voilà. Sachant que j'ai un signet quand je lis ça. Ah ouais, là. Quand je lis ce genre de livre, j'ai un signet. C'est-à-dire que je me mets le signet aux notes de page, à l'endroit de la note de page, et je m'en réfère à chaque fois. Voilà, alors je finis ma phrase, voire mon paragraphe, et je lis la note de page qui est insérée en référence. Oui, donc effectivement quand vous lisez ça, vous avez intérêt à ne pas avoir tout le monde qui vous saute dessus. Donc il faudrait juste que j'arrive à trouver, il y a une sublime conclusion que j'adore. Le sommaire est complètement à la fin, donc après les lieux, après les matières, voilà. Donc en fait, il vous parle, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait en gros, parce qu'on parle à peu près de 1922 et des poussières, période que j'adore, voilà. Et on arrive donc à l'opération. Et ça, c'est un truc, je crois qu'ils finissent en janvier 42, si c'est ça, ouais. Et moi, j'ai trouvé que c'était important dans ce genre de livre, justement, de pouvoir montrer les prémices, tout le déroulé avant. Parce que si vous vous en tenez qu'à Barbarossa, il faut savoir quand même le contexte. Évidemment, si on vous explique Barbarossa, qu'on vous explique que l'Allemagne a envahi la Russie, machin, vous ne savez pas quel est le contexte, quels sont les enjeux qui ont été véritablement établis, les rivalités des pays, etc. depuis quelque temps, des hommes aussi, parce que c'est souvent la folie des hommes. C'est perdre quelque chose. Voilà. D'un côté, vous avez aussi cette barbarie des deux côtés. D'un côté, le NKVD qui est plus du tout à expliquer. Hein. Et de l'autre côté, vous avez les Einsatzgruppen. En gros, des barbares, des deux côtés. Donc quand vous avez deux barbares qui s'affrontent, voyez ce que ça peut à peu près faire. Du coup, les auteurs qui ont réintégré ce contexte historique dont je vous parlais, idéologique aussi, parce qu'il y a aussi ce côté idéologique, il ne faut pas... D'où l'intérêt de l'histoire, c'est ça. C'est que... c'est très compliqué, parce que j'essaie de vous expliquer ça à des gens qui vont voir une vidéo sur l'histoire, qui ne touchent pas l'histoire, qui n'aiment pas ce genre de truc, qui ne le liront jamais ce truc, parce que ça rien que d'imaginer le pavé, ça les répulse, mais qui peuvent vous donner, j'essaie de vous donner envie, pas forcément de lire celui-là, mais de vous intéresser à l'histoire. Et si vous n'avez pas la base contexte, idéologique, historique, diplomatique, tous ces trucs de fait, on n'arrive pas à comprendre, surtout sur cette guerre-là, y compris pour la Première Guerre, mais enfin à toutes les guerres ou tous les conflits, on n'arrive pas à capter comment ça peut dégénérer à ce point. Voilà. Sachant que c'est quand même... comment dire, ils ont préparé leur coup quand même. Sachant aussi que la Russie était à la base l'idée première et le but ultime de l'Allemagne nazie. Il ne faut pas oublier ça, de dire à un moment donné, il faut quand même se mettre dans la tête, si on connaît un peu la période et les hommes qui ont formé le Troisième Reich, la Russie a toujours été le but initial de l'Allemagne, c'était son but. Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, c'était ça. Donc vous vous retrouvez en face de deux énormes armées, parce que le contexte fait que quand même, le 22 juin 1941, Hitler est quand même dans une impasse. La France a été défaite, comme on le sait, mais l'Angleterre n'a pas cédé. Et Churchill n'a jamais voulu négocier. Donc en fait, en gros, Hitler qui avait imaginé mettre sous cloche
toute l'Europe se retrouve avec l'Empire britannique face à lui, qui, en gros, c'était quand même l'Empire britannique, hein, donc c'était une armée. Bon, alors, ils ont perdu beaucoup de gens à Dunkerque, mais bon, il y avait une armée britannique, hein. L'armée de l'Empire britannique était, voilà, il ne faut pas oublier qu'ils avaient un empire. Donc, il y avait quand même les Indes, etc. Donc, il y avait quand même un potentiel derrière. Il y avait une quantité d'hommes, hein, les Canadiens, les Australiens, etc. Il y avait quand même derrière des possibilités de recruter énormes. Churchill ne négociant pas. Les accords avec Staline n'étaient pas très 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 stables, hein, pour ne pas dire pas stables du tout. Au milieu de tout ça, il y avait des généraux qui étaient, on va dire, assez pointus et qui savaient que ça allait aller droit à la débandade, mais qui n'étaient pas suivis. Voilà, parce qu'à un moment donné, l'ego des gens font que c'est très compliqué. Donc, de l'autre côté, les Russes, ils voulaient récupérer les territoires qui les intéressaient, qui leur avaient été, entre guillemets, enlevés, plus ou moins dans les accords. Donc, ça a quand même été un choc, l'attaque elle-même. Et en gros, il s'attelle dans ce livre-là à faire penser à la défaillance, enfin à expliquer la défaillance de l'armée allemande, quand même, parce que en gros, c'est quand même ce qui a péché, c'est le renseignement et la logistique. Je pense que, et on le voit très bien dans le livre, nous on le sait, enfin nous, les gens qui s'intéressent à cette période-là, la chose qui m'est toujours venue à l'idée, c'est qu'ils ont vraiment sous-estimé notamment le potentiel militaire et industriel des soviétiques. Voilà. Je pense qu'ils ont pris le peuple en pensant que le peuple russe était un peuple barbare, un peu bas du plafond, on va dire, et qu'ils se sont dit, nous on est l'élite, on est les plus grands, les plus forts, les plus merveilleux, donc on va les bouffer. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ce genre de choses. Et en plus, on va dire que malgré tout, l'échec est quand même imputable aux généraux et à la Wehrmacht. Pour ne pas dire plus. Voilà. Alors, le chef des armées, bien sûr, hein, voilà, mais honnêtement, quand on lit ça, quand on sait à peu près ce qui s'est passé, on se dit, mais c'est pas vrai. À un moment donné, on se dit, mais c'est pas vrai, ils n'ont pas pris des décisions pareilles. Même en relisant ça et en sachant pas mal de trucs, je me suis dit, mais enfin, c'est pas vrai, il est débile, lui, de prendre une décision pareille à ce moment-là. Enfin, voilà, d'où le fait que je vous dis que l'histoire est à connaître, antérieure, parce que y a des décisions qu'ils ont prises que, franchement, ils avaient lu l'histoire, notamment de la débâcle de Napoléon et de la campagne napoléonienne en Russie. Je pense qu'ils auraient tiré des leçons. Après, ils taper l'armée rouge en face, hein, donc on va dire que voilà. Je vais pas vous citer les chiffres, hein, parce que je les avais notés quelque part dans un post-it que j'ai foutu quelque part. Peut-être que je l'ai mis dans le livre d'ailleurs, le post-it. J'ai pas fait un post-it dans le livre. Mais en fait, en gros, dans l'opération Barbarossa, il y a quand même eu pratiquement 2 millions de prisonniers de guerre soviétiques, hein, qui ont été abandonnés à la famine par les SS, que du bonheur. On ne parle pas de la maladie, des mauvais traitements, des exactions, etc. Enfin bref, le siège de Stalingrad, c'est quand même 800 000 morts, 3 fois rien, sans compter les civils qui ont morflé. Bref, je ne peux pas vous le conseiller si vous n'aimez pas l'histoire, si vous n'aimez pas cette période, et surtout si vous n'aimez pas les pavés d'histoire écrits en tout petit avec des notes de page pas possible. Voilà. Mais c'est un livre magnifique, c'est un livre qui est à lire si vous aimez la période. C'est un livre que si vraiment il vous tombe sur le pied, il va vous le broyer, mais la machine de guerre a broyé aussi beaucoup d'hommes et je trouve que c'est toujours utile de le savoir. Voilà. Donc Barbarossa, 1941, la guerre absolue, de Jean Lopez et de Lasha Ogmezouri. Franchement, en plus, je crois qu'elle est docteur en histoire, donc
référence ultime, quoi. Et puis la couverture est magnifique. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième pavé d'histoire. Et le dernier histoire que j'ai lu, alors en fait, c'est un livre, ça s'appelle Retour à Lemberg. Parce que l'auteur, qui est Philippe Sands, en fait, lors d'une conférence, l'histoire là, c'est qu'il découvre un fait sur l'histoire de son grand-père qu'il ne connaît pas. Je vais vous le mettre. C'est un livre de poche parce que je l'ai acheté en livre de poche. Voilà. Et en fait, il découvre l'histoire de son grand-père qui a passé son enfance à Lemberg avant de fuir pour échapper à l'Holocauste. Et en fait, parce que euh, comment dire, il va, à travers ce témoignage-là, il va nous... Parce que bon, Sands est quand même un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, de défense des droits de l'homme. Et il va faire... il y a deux versions dans le livre. Il y a d'un côté son enquête familiale, etc. De ce fameux Léon, de son épouse Rita, etc. De leur parcours en Pologne, l'Empire austro-hongrois, la France, les conflits, les guerres, au gré des guerres qui vont à droite, à gauche, etc. Qui terminent d'ailleurs leur vie à Londres. Et de l'autre côté... il y a trois parties en gros. L'autre partie, c'est vraiment les deux juristes là qui vont développer leur côté de droit international en matière de droits de l'homme. Et la troisième partie, c'est vraiment, ça s'oriente alors encore plus vers Hans Frank, qui était le gouverneur général de Pologne à l'époque, qui était un amateur d'art, de musique, etc. Et on rencontre son fils qui s'appelle Niklas, qui est un auteur d'ailleurs, je crois, et qui est d'une virulence envers son père assez incroyable. Enfin, justifié ou pas, ça c'est pas mon souci, c'est pas à moi de juger d'ailleurs, parce qu'il y a des enfants de nazis, ça c'est un autre sujet, j'ai lu d'autres livres sur ça, il y en a certains qui continuent à adorer leurs parents, qui sont quand même leurs parents, et qui se désolidarisent de ce qu'ils ont fait, mais qui, d'un autre côté, ne les condamnent pas, et d'autres qui les condamnent ouvertement, en disant que c'est une catastrophe, c'est horrible, c'est affreux, ils peuvent plus y supporter. Et il y en a certains qui sont encore plus virulents que les plus opposants à leurs parents. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que ce livre était passionnant parce que je trouve qu'il est nécessaire, comme je disais pour Barbarossa et pour les Banlieusards, d'appréhender tous les pans de l'histoire et de savoir que ce qui ne sont pas les plus connus, qui ne sont pas les plus exposés, sont aussi importants. Et Philippe Sands, justement, dans ce livre-là, fait justement cette réflexion profonde sur le devoir et le pouvoir de la mémoire. Et je vais le mettre un peu plus proche parce que le pauvre, il est un peu... ouais, comme il est sombre, on ne le voit pas bien. L'annonce qui est faite justement en 42, justement pour la mise en place de la solution finale, qui va condamner à mort... Ah, que du bonheur, le téléphone qui sonne. Désolée, c'était le téléphone, évidemment. Que du bonheur. Ouais, c'est toujours quand vous faites quelque chose que le téléphone sonne. Bref. Oui, donc c'est quand même un livre qui est quand même essentiel, justement parce qu'il croise, il parle du génocide, de l'humanité, de ce qui s'est passé, et aussi un concept sur les droits de l'homme, sur le droit de mémoire. Et honnêtement, Sands revient quand même sur cette histoire-là de sa famille, de son grand-père qui a passé son enfance donc à Lemberg et qui a fui et qui a échappé, lui, à l'Holocauste, alors que toute sa famille a été décimée. Ça fait partie de ces bouquins qui, pour moi, sont nécessaires de lecture. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par cette période-là, qui lisent des livres sur ce contexte-là, sur la Shoah, l'Holocauste, sur les camps, etc. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, vous l'avez lu ou vous ne l'avez pas lu ou que vous entendez le lire, moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. D'ailleurs, des 3 livres d'histoire, c'est agréable.
Il y a plein de livres, hein, qui sont essentiels, qui sont pas forcément connus. Moi, je l'avais vu passer en version brochée, et j'avais trouvé ça fabuleux parce que à la fin, il y a quand même, il y a une postface qu'il faut absolument lire. Et pareil, hein, il y a des notes de pages, voilà. Ah oui, non, mais bah oui, c'est des livres d'histoire. Euh, il y a cette espèce de 3 parties là, le jument, tout ça, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant de lire ça. Euh, Même si il y a des traits, enfin, voilà. Par exemple, vous avez au détour des pages, vous avez des photos, parce qu'il retrace vraiment ça à un moment donné. Il y a des moments où on sourit parce il évoque la France, il évoque la carte d'identité des grands-parents liés, son grand-père et sa grand-mère en 43, etc. Donc il y a des moments où vous êtes plongé dans l'histoire de famille, de sa famille, et auquel vous vous attachez. Léon et Rita deviennent ouais, des membres de votre famille à vous pendant la lecture. Et tout d'un coup, vous plongez dans l'horreur de Hans Frank. Voilà. Vous faites connaissance avec son fils, et quand vous lisez les propos de son fils, vous vous dites, bah ouais, ce genre de choses est nécessaire, et le fait d'expliquer et de ne pas. Alors, il y a aussi le goût du pardon aussi dans ce livre-là, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont impardonnables, on le dit, on peut pas pardonner certaines choses, mais ne pas pardonner ne veut pas dire ne pas comprendre, ne pas se renseigner, et ne pas répéter les mêmes conneries. Et je dis conneries exactement parce que quand j'entends certains propos à propos des livres d'histoire, et ça m'arrive assez régulièrement parce que vous voyez le genre de livre d'histoire que je lis, il y a des personnes qui me sortent des trucs, mais hallucinants, parce que... alors, la première question que j'ai eue un jour sur un livre d'histoire que j'avais lu, j'avais acheté, je crois, 2, 3 livres, notamment un qui parlait de la solution finale, qui s'appelait Wannsee, je sais plus comment. Enfin bref, je l'ai dans la maison, mais je l'ai lu il y a une vingtaine d'années. C'était sur le protocole, hein, donc c'était un petit pavé aussi. Et j'arrive à la caisse de la librairie, la personne l'encaisse et me dit ah, ça vous intéresse, machin. Je dis, ah ouais, c'est une période qui m'intéresse, oui. Et donc on commence à discuter. Et elle me dit mais je. Ah, ben oui, moi, enfin, je comprends pas. Oui, peut-être que ça vous touche personnellement. Je dis non, non, enfin, personnellement, non. J'ai la chance d'avoir que ma famille proche, on va dire, très très proche, n'ait pas eu à subir ce genre de choses. Mais c'est pas parce que ma famille n'a rien eu que le sort des autres ne m'intéresse pas. Et là, elle m'a regardée, puis elle m'a dit de toute façon, c'est impardonnable, donc il faudrait arrêter d'en parler aussi. Bah, je lui ai dit, mais vous pouvez pas, enfin voilà. Pour elle, le concept de lire ce genre de livre, de toute façon, comme c'était impardonnable, c'était comme ça. Il n'y avait pas à discuter, il n'y avait pas à essayer de comprendre les bourreaux, on va dire. Parce que dans ce livre-là, justement, il y a quand même la conception de Hans Frank et de son fils, etc., de ce qui c'est l'héritage. Je me suis dit oui. Et puis elle m'a regardée, elle m'a dit mais c'est bizarre d'aimer ce genre de choses. Je me suis dit non. Pourquoi? Et, j'ai senti que ça gênait. Et ça gêne toujours quand j'achète ce genre de livre dans les librairies. On me regarde toujours avec un drôle d'air. C'est pas... Voilà. Barbarossa, c'est pareil. On m'a regardé en me disant mais ah bon, vous achetez ce livre-là, mais ça va être pas un peu rébarbatif? Bah oui, mais non. Parce que, parce que quand on est intéressé par une période, parce qu'on veut comprendre, et même si je lis beaucoup et que j'ai lu énormément, et ça je l'ai déjà dit, j'ai pas dit que je comprenais pas.
je sais beaucoup de choses, donc j'ai compris le gros, et même les détails. Mais, mais ça n'empêche pas que je veux toujours... Il y a des choses que je ne m'explique pas. Voilà, j'ai compris tout, mais il y a quand même des choses que je ne m'explique pas. Et même si j'ai été prouvée par A plus B et que j'ai eu la chance ou la malchance de discuter avec quelqu'un comme ça, qui était au sein d'une troupe d'élite, on va dire, qui était pas forcément... enfin, qui était un SS. Et sa façon de m'expliquer, de voir, de me montrer, que du bonheur, des photos, de m'expliquer sa façon d'être, de penser, la façon qu'il avait de penser à l'époque et la façon dont il avait de penser maintenant, qui était sensiblement la même, en gros, puisqu'il m'a dit clairement qu'il ne regrettait rien et qu'il n'avait pas fini son travail et qu'il comprenait qu'une... Alors à l'époque, j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, mais qui m'a dit qu'une jeune femme de mon âge le questionne, s'interroge, ne comprenne pas. Je lui dis, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que je voudrais juste savoir ce qui a déclenché en vous alors que vous étiez... à l'époque, il était un jeune homme... Enfin, moi, il m'a montré des photos de famille, il m'a détaillé son arbre généalogique. C'était un jeune homme de bonne famille, hein, attention, c'était pas un voyou, c'était pas... voilà, c'était quelqu'un qui allait faire une belle carrière, qui était tout à fait normal, qui avait des amis qui sortaient, qui, avant l'avènement de certaines personnes, fréquentaient les clubs, les cabarets, etc. Donc ça fume, ça boit, ça drague des filles, à l'époque, hein, voilà. Ça n'a pas de problème avec son voisin d'à côté qui est juif, mais avec qui il n'a jamais discuté des masses et qui ne sait même pas qu'il est juif. Ils s'en foutent à l'époque. Comment ce garçon assez ordinaire, fort beau garçon d'ailleurs sur les photos jeunes, a basculé vers cette espèce de monstre sur pattes que j'avais en face, que j'ai eu en photo à l'époque, qui m'a montré des photos de lui à l'époque pendant la guerre, mais du vieux monsieur que j'avais en face, qui était, alors un vieux monsieur, un peu gâteau, qui aurait pu être le grand-père de n'importe qui, y compris le mien, mais qui avait dans son regard ce relent de haine et de supériorité et d'atrocité. Voilà, c'était dans son regard quand il discutait, et c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est pas les photos, c'est pas les choses qu'il m'a pu montrer avant, après, etc. C'est son regard, c'est l'étincelle dans son regard qui s'allumait quand il parlait de certaines exactions ou certaines choses ou certaines... Ouais, c'était ça qui m'a marqué le plus. C'est pas ce qu'il m'a raconté, parce que ça me choquait pas vraiment. Enfin, ça me choquait, mais j'avais déjà entendu, j'avais déjà lu, j'avais déjà vu des choses, donc je savais à quoi je m'attendais quand je l'ai vu en face. Mais voilà, c'était ce côté, je ne regrette rien du tout. J'en suis fière et je suis et ça me fait plaisir. C'était ça, c'était ce côté, il y avait un relent de plaisir dans ce regard, et de plaisir, vraiment de plaisir. Il était fier de ce qu'il avait fait et ça lui avait fait plaisir. Et de ce moment-là, je me suis dit, mais comment un jeune homme bien, sur tout rapport, peut basculer en étant cet individu abject qui après qui s'est marié, a eu des enfants, des petits-enfants, et qui était un grand-père gâteau, visiblement, et qui a été charmant, mais charmant, je veux dire, charmant. Je pense que si j'avais pas su qui il était, j'aurais eu plaisir à discuter avec lui de tout et de rien, parce qu'il était mais charmant, un vieux monsieur adorable. Voilà, jusqu'au moment où il m'a mis les choses sur la table et qu'il a commencé à me discuter, qu'on a commencé à parler de ça. Voilà, je savais qui c'était, hein, mais quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit,
c'est pas vrai, c'est pas possible, non, non. C'est un boba, on m'a monté un truc, c'est pas vrai, etc. Je me retrouvais en face d'un gentil monsieur tout mignon. Non, voilà. Mais donc, d'où me vient cette envie de savoir toujours un peu plus. Donc voilà, ça c'était la digression de la fin, si vous en avez marre. Je vous l'ai dit, hein, c'est une vidéo sur l'histoire, donc si ça vous plaît pas d'entrée de jeu, il fallait virer. Donc Philippe Sand, Retour à Lemberg, c'est livre de poche, hein, c'est pas très très cher. Barbarossa 1941, ça coûte quand même 31 €, je vous le dis, parce que voilà, si vous aimez pas et que vous aimez pas les pavés et que cette histoire vous intéresse pas, n'allez pas foutre 31 € sur ça. Achetez le voulu à la rigueur en deuxième, troisième main quand il sortira, etc. Et ensuite, La Petite Merveille dans les Bannes du Dard. Voilà, c'est une merveille dans le sens où il faut lire ce genre de truc. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse cette période-là. Mais voilà, c'est avant les conflits, et moi je trouve les 2 conflits mondiaux, et je trouve que c'est quand même quelque chose à lire. Voilà. Donc ça, c'est les 3 livres d'histoire que j'ai lus depuis le début, la rentrée, donc depuis septembre. Il y en a d'autres, hein. Voilà, il y en a un sur les poilus, et j'en ai vu un autre sur la Seconde Guerre mondiale qui m'intéresse beaucoup, et qu'il faudra que Mais ça, c'est mon cadeau de Noël. Ouais, j'ai dit que je voulais celui-là, on m'a dit, ça n'aurait pas... Bah, j'ai dit, bah ouais, moi j'aime bien, donc voilà, c'est comme ça. Voilà, bon, j'espère que vous avez aimé mon point d'histoire. Je sais pas si ça vous a intéressé ou non. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si ça vous intéresse ou non. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui m'ont demandé en message privé sur Instagram de faire des vidéos sur l'histoire, parce qu'on m'a dit « Oh, mais tu lis beaucoup de livres d'histoire, machin, est-ce que tu pourrais pas nous faire une vidéo de temps en temps ?» Donc voilà, une vidéo de temps en temps. Je pense qu'une fois par trimestre, voire une fois tous les 4-5 mois, ça suffit amplement. Pour vous, en tous les cas. Voilà, allez, bonne semaine. On se retrouve bientôt. Et puis, je sais pas ce que je vais faire après. Donc, à la fin du mois, il y aura un point lecture. Peut-être que je passerai un point lecture Pumpkin et Black November ensemble dans la même vidéo. Je sais pas. Ça dépendra de mon humeur. En tous les cas, il y aura un point lecture à la fin de novembre, parce que il y aura forcément quelques livres en plus du Black November. Voilà. Au revoir. Bonne semaine. Ouh. M'en suis mis partout. Ouais, j'avais pas fait sécher le vernis. Donc du coup... Ah ouais, j'ai toujours mon vernis, hein, donc il était pas sec, donc du coup je crois que je m'en suis mis un peu de partout. Allez, au revoir. Ouais, je sais.